Il est rare qu'un catcheur parvienne à marquer l'histoire de la WWE, mais réussir à le faire 2 fois, c'est une histoire que seuls quelques rares élus peuvent raconter. Ray Traylor en fait partie et sa carrière mérite d'être redécouverte sous un nouveau jour. Au cœur de la transition entre la fin de la Hulkamania et l'Attitude Era, Traylor n'était pas seulement un big man dans le ring, mais une véritable icône qui a défié les plus grandes stars de la fédération et participé à des rivalités majeures. Malheureusement parti trop tôt, Traylor a laissé derrière lui un héritage indélébile, celui d'un homme qui, bien qu'il ne soit pas le plus musclé, possédait un charisme unique faisant de lui l'un des meilleurs catcheurs de son époque. Mais comment a-t-il réussi à accomplir tout ça? Et comment a-t-il su rester dans les mémoires des fans des années 90 jusqu'à accéder au Hall of Fame en 2016? C'est ce que nous allons découvrir en retraçant la carrière d'un personnage inoubliable, le Big Boss Man. Ray Washington Traylor est né le 2 mai 1963 à Marietta en Géorgie. Pourtant, malgré la notoriété qu'il atteindra plus tard, peu de choses sont connues sur son enfance. Et ça, sûrement parce qu'il préférait séparer sa vie privée de sa vie professionnelle autant que possible. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a trouvé un emploi en tant que gardien de prison dans le comté voisin de Cobb. Avec son mètre 98 et ses 150 kilos, il imposait naturellement le respect aux détenus. À une époque où la WWF des années 80 était le royaume des géants, on oublie parfois à quel point Traylor était impressionnant. C'est d'ailleurs en partie cette stature qui a attiré l'attention des promoteurs de catch locaux qui l'ont convaincu de commencer un entraînement en 1985. Il effectue rapidement ses débuts sur le ring et commence à travailler pour la Continental Championship Wrestling à Knoxville au Tennessee. Le succès est rapidement au rendez-vous et il décide alors de quitter son poste de gardien de prison pour se consacrer entièrement à cette nouvelle carrière. Moins d'un an après ses débuts, il impressionne suffisamment pour obtenir une opportunité pour le titre NWA Alabama Heavyweight le 3 février 1986. Ce soir-là, il s'incline face au champion au titre Robert Soto, et cette performance lui ouvre les portes de la Jim Crockett Promotion en Caroline du Nord. À son arrivée, il lutte sous son vrai nom et sert principalement de jobber, aidant les stars établies à briller. Il affronte des légendes comme Tully Blanchard, Ivan Koloff et Wahoo McDaniel, ainsi que des équipes de renom comme les Midnight Express et les Road Warriors. Mais un catcheur avec autant de talent n'allait pas rester un jobber éternellement. C'est Dusty Rhodes, alors booker principal, qui voit en lui un énorme potentiel. Il décide de le retirer des écrans pendant 12 semaines pour le remodeler en un personnage plus redoutable, Big Bubba Rogers, un heel qui ne faisait pas de prisonnier. Et lors du tout premier épisode de World Ride du 31 mai 1986, Big Bubba Rogers fait ses débuts officiels. Il devient alors le garde du corps silencieux de Jim Cornette qui, aux côtés des Midnight Express, est en rivalité avec Dusty Rhodes et Magnum TA. Dès le départ, Big Bubba est présenté comme un monstre invincible et reçoit un gros push. Il semble capable d'écraser n'importe quel adversaire, ce qui lui permet de tenir une rivalité en solo avec Dusty Rhodes. Les deux hommes s'affrontent dans plusieurs Buckham Stomping matchs au cours de l'année 1986. Et malgré son expérience, Dusty Rhodes ne parvient jamais à prendre l'ascendant définitif sur Big Bubba, et leur affrontement reste très serré. Finalement, un match en cage est annoncé pour déterminer un vainqueur une bonne fois pour toutes. Et ce soir-là, bien sûr, c'est le babyface Dusty Rhodes qui remporte la victoire. Mais le simple fait que Big Bubba Rogers ait été placé dans une rivalité aussi importante face à la plus grande star de la promotion prouve à quel point on croyait en lui. Profitant de cette exposition, il enchaîne ensuite avec une rivalité contre Ron Garville, qui culmine lors d'un Louisville Street Fight à Starrcade 1986, où ce soir-là, il l'emporte de manière convaincante après un combat brutal. À la suite de ça, une nouvelle année apporte une nouvelle promotion à conquérir. Ray rejoint l'Universal Wrestling Federation après son rachat par Jim Crockett Promotions, le patron souhaitant ajouter plus de star power à sa nouvelle acquisition. Au sein de l'UWF, Big Bubba continue d'être une force dominante, prouvant rapidement sa valeur en remportant un match handicap contre Mike Reed et The Glassman lors de ses débuts le 18 avril 1987. Il confirme cela dès le lendemain en défiant One Man Gang pour le titre poids lourd de l'UWF et finit par battre le Colosse pour s'emparer de la ceinture, s'installant ainsi au sommet de la fédération. Après cette victoire, Big Bubba s'allie avec le général Skandor Akbar et son clan Devastation, une alliance qui l'aide à conserver le titre mondial pendant 3 mois. Il le défend avec succès face à des adversaires comme Steve Cox, Barry Windham et Michael Hayes, avant de finalement le perdre contre le redoutable Dr. Def Steve Williams le 11 juillet de cette année-là. Néanmoins, à ce stade, une telle défaite n'est pas suffisante pour ralentir le natif de Géorgie. À la fin du mois, il fait équipe avec les Four Horsemen pour affronter les Road Warriors, Nikita Koloff, Dusty Rhodes et Paul Ellering lors du War Games de cette année-là. Par la suite, il se lance dans la conquête des titres par équipe de l'UWF, s'alliant avec différents partenaires comme The Angel of Death, The Terminator et Black Bart. Cependant, toutes ces tentatives se soldent par des échecs. Il ne parvient pas non plus à récupérer le titre mondial de l'UWF, Dr. Def Steve Williams réussissant à conserver la ceinture à chaque confrontation.
Ces revers le poussent finalement à quitter la promotion en 1988, estimant qu'il a besoin d'un nouveau départ pour se revitaliser. Et quoi de mieux qu'un passage au pays du soleil levant pour relancer sa carrière. C'est ainsi que le 26 mars de cette année, Trailer fait ses débuts à la All Japan Pro Wrestling lors de leur tournoi annuel Champion Carnival. Ce soir-là, il fait équipe avec l'imposant Brother Brody pour affronter Jumbo Tsuruta et John Tenta, le futur Earthquake. Le match se termine sur un double décompte à l'extérieur, les heels ayant mené à cette situation. Par la suite, il multiplie les apparitions, s'associant régulièrement à Brody et affrontant plusieurs grandes stars japonaises, notamment Genichiro Tenryu, Giant Baba et Tiger Mask. Et tout ça avant de disputer son dernier match au sein de la All Japan le 22 avril où il affronte à nouveau Tsuruta pour clôturer sa tournée. Totalement revigoré par cette expérience, Ray décide alors de retourner en Amérique du Nord avec un objectif précis, décrocher un contrat avec la plus grande promotion de catch au monde, la WWE. À cette époque, la fédération connaît son premier grand boom médiatique, porté par des superstars comme Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage et l'Ultimate Warrior, transformant le catch en un véritable show de divertissement mondial d'une ampleur jamais vue auparavant. Donc avec ça en tête et Vince McMahon étant impressionné par ses performances qu'il avait eu l'occasion de voir ailleurs, il lui propose un contrat en juin 88. Ray signe alors sans hésiter et fait ses débuts sur le ring peu après sous sa nouvelle identité, The Big Boss Man. Ce personnage de gardien de prison du comté de Cobb en Géorgie qui s'inspire directement de son passé professionnel. Il était alors assez facile pour le grand homme d'entrer dans ce personnage, car c'était essentiellement lui avec le volume augmenté. Cela suffisait à vendre le tout assez bien pour qu'il devienne une sensation instantanée dans la compagnie. En tant que monstre heel amené sur le ring par Slick, il pulvérisait ses adversaires jusqu'à la soumission avant de leur infliger une correction supplémentaire avec sa matraque après le match. Souvent, il les menottait aux cordes avant d'administrer ce supplice. Ces actes se sont avérés si populaires qu'après avoir battu Koko Beware lors du tout premier SummerSlam en août, Big Boss Man a commencé une rivalité avec Hulk Hogan, qu'il a attaqué lors d'un épisode du Brother Love Show cet automne-là. Durant cette feud, il s'est également allié à Hakim, anciennement One Man Gang. Ensemble, ils se sont baptisés les Twin Towers et ont déclaré la guerre à Hulk Hogan et à son partenaire des Mega Powers, Randy Savage, qui était à l'époque champion de la WWF. Cette rivalité atteint son apogée lors du main event du 3 février 1989 où les 4 hommes se sont affrontés. Ce même match est d'ailleurs remémoré pour l'explosion des Mega Powers lorsque Savage a tourné le dos à Hogan en coulisses après la rencontre. Et même si les Twin Towers ont perdu ce match, le simple fait d'être dans le ring avec le champion de la WWF et la plus grande star de la compagnie si peu de temps après ses débuts témoignait de la confiance que Vince McMahon plaçait en lui. Poursuivant sur cette lancée, Bossman et Hakim ont continué à engendrer des victoires, notamment contre les Rockers à WrestleMania 5 avant d'entamer une rivalité avec Demolition pour les titres par équipe de la WWF au printemps et à l'été 89. Par la suite, le gardien de prison du comté de Cobb a eu l'opportunité de régler son compte à Hulk Hogan en 1 contre 1, l'affrontant lors de plusieurs matchs en cage dans les house shows dont le dernier était diffusé lors du Saturday Night Main Event du 27 mai. Ce soir-là, il a perdu le match après avoir subi une superplex du sommet de la cage. Donc avec la rivalité contre Hogan derrière lui, la WWF a cherché à renouveler son personnage du Big Boss Man. Et cela l'a finalement conduit à un face turn en février 90 après avoir refusé un pot de vin de la part du Million Dollar Man, Ted DiBiase, qui voulait qu'il vole le python bien-aimé de Jake Roberts, Damien. Ce changement immédiatement conquit le public, ce qui était renforcé par l'introduction d'un nouveau thème musical coloré où il avertissait les heels qu'il ferait face à des durs moments s'ils s'en prenaient à lui. Le face turn s'est pleinement concrétisé lorsqu'il a affronté son ancien partenaire Hakim à WrestleMania 6, le battant en moins de 2 minutes. De là, il s'est réconcilié avec Hulk Hogan et est même devenu son allié, apparaissant dans son coin lors de son match contre Earthquake au SummerSlam du 27 août 1990. Il faisait également partie de l'équipe du Hulkster lors des Survivor Series de cette année-là où, aux côtés de Hawk Show, Jim Duggan et Tugboat, ils ont vaincu l'unité des heels composée de Earthquake, Dino Bravo, The Barbarian et Haku. Tout allait bien pour Big Boss Man, et en 1991, il a entamé une rivalité avec Bobby Heenan et sa Heenan Family, affrontant et battant plusieurs membres du clan Heel, notamment The Barbarian au Royal Rumble et Mr. Perfect à WrestleMania 7. Lors du SummerSlam de cette année-là, elle a également obtenu l'une de ses rivalités les plus connues à la WWF contre The Mountie, un policier canadien diabolique qui, au lieu d'utiliser une matraque, attaquait ses adversaires avec un bâton électrifié. Leur rivalité a culminé lors d'un jailhouse match au pay-per-view où le perdant devait passer la nuit en prison. Et évidemment, c'est The Mountie qui a perdu et s'est retrouvé derrière les barreaux. Après cette victoire écrasante, Big Boss Man s'est lancé dans une rivalité encore plus marquante avec Nace, un ancien détenu en tenue orange qui clamait avoir été victime de la brutalité policière de la part de Boss Man lorsqu'il était en prison.
Cela a mené un nightstick on a pole match entre les deux hommes lors des Survivor Series du 25 novembre 1992 où la matraque du Bossman était suspendue en haut d'un poteau et le premier à l'atteindre pouvait l'utiliser comme arme. Naturellement, c'est le face qui a pris le dessus ce soir-là, remportant la victoire et mettant fin à la rivalité. Mais néanmoins, après cette grande victoire, le natif de Georgie a commencé à perdre de l'importance dans la carte, Vince McMahon cherchant à renouveler son roster en mettant en avant des jeunes talents. Bossman est alors devenu un faire-valoir pour des catcheurs comme Razor Ramon, Yokozuna et Bam Bam Bigelow dans les mois qui ont suivi. N'appréciant pas cette situation, il a décidé de quitter la compagnie à l'expiration de son contrat en 93. Il est alors retourné à All Japan Pro Wrestling où, n'ayant plus les droits sur le nom Big Bossman, il a repris son ancien personnage de Big Bubba tout en continuant à se produire dans sa tenue de ring de la WWE. Pendant sa seconde période avec All Japan, Big Bubba commençait à travailler principalement en tant que catcheur par équipe, étant souvent associé à d'autres gaijins tels que Stan Hansen, Kendall Windham et Steve Williams. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'eut pas quelques matchs en solo importants, ayant même proposé à un moment un excellent affrontement avec l'un des 4 piliers de la promotion, Kenta Kobashi. Néanmoins, vers la fin de l'année, il retournerait en Amérique du Nord, où on s'attendait initialement à ce qu'il rejoigne la WWF. Cependant, Jim Cornette a suggéré qu'en raison de la volonté de protéger son personnage d'agent des forces de l'ordre contre toute controverse au milieu du procès sur les stéroïdes, il choisit finalement de signer avec la WCW, faisant ses débuts là-bas sous le nom de The Boss dans l'épisode du 18 décembre 1993 de Saturday Night et obtenant une victoire par tombée contre Rick Rude. Par la suite, il entama une rivalité avec Vader tout au long de 1994. Tout en changeant son nom de ring en The Guardian Angel après que la WWF ait envoyé une lettre de mise en demeure à la WCW. Se plaignant que son surnom précédent était trop similaire à celui utilisé à la WWF. Cela dit, le nom de Guardian Angel ne dura pas longtemps car dès 1995, après être redevenu heel, il commença à se faire appeler Big Bubba Rogers. Ce changement l'aida à remporter une victoire contre Sting lors du pay-per-view Unsolid en mars. Mais après ça, la situation se dégrada à nouveau lorsqu'il rejoignit le tristement célèbre clan Dungeon of Doom, se retrouvant en rivalité avec l'ex-membre John Tenta pendant un certain temps avant d'améliorer à nouveau sa position en rejoignant la NWO. Son passage au sein de ce groupe fut cependant également de courte durée, car il fut expulsé de ce groupe dominant en février 97. Revenant peu après pour se lancer dans une rivalité contre eux, affrontant des membres comme Scott Hall, Kurt Hennig et Vincent, dans le but ultime de renverser le patron, Eric Bischoff. Malheureusement, le garçon de Georgie ne réussit jamais à atteindre cet objectif, car en avril 1998, son contrat avec la WCW arriva à expiration, et la compagnie décida de ne pas le re-signer, ce qui le laissa sans autre option que de retourner à la WWF à la recherche de travail. Il était chanceux pour Traylor que la WWF devienne l'endroit idéal pour lui, car la popularité de la compagnie était en plein essor à cette époque. L'attitude Era venait tout juste de commencer à prendre de l'ampleur, avec le machiavélique patron Vince McMahon qui essayait chaque semaine d'arracher le titre mondial à Steve Austin. Et après plusieurs mois sans succès, McMahon décida finalement de revenir vers le passé. Le 12 octobre de cette année-là, il réintroduit au public le personnage de Big Boss Man. Néanmoins, cette fois-ci, Big Boss Man n'était plus le favori des fans, bienveillant comme il avait été auparavant. Non, il était désormais dépeint comme un policier de type SWAT, agissant comme le chien de garde personnel du clan de McMahon, la Corporation. Ce nouveau personnage qui, avec le recul, semble être le prototype de ce qui deviendrait le Shield des années plus tard, et il fut principalement utilisé pour attaquer Austin à chaque occasion. Mais en dehors de cela, il réussit aussi à remporter les titres par équipe de la compagnie avec Ken Shamrock, le titre hardcore à 4 reprises, et même à avoir l'opportunité de défier la streak invaincue de l'Undertaker sur la plus grande scène de toutes lors de WrestleMania 15. Bien sûr, ce match qui se déroula à l'intérieur de la cage Hell in a Cell fut plutôt mauvais et se termina de façon malheureuse avec le heel Enforcer suspendu, mais c'était tout de même un grand moment. Mais le véritable segment Botchmania arriva quand Big Boss Man commença une rivalité avec Al Snow cet été-là. Une rivalité devenue infâme car elle vit Big Boss Man kidnapper le chihuahua de Snow, Pepper, le cuisiner et le lui servir sans qu'il le sache. Oui, l'attitude Era pouvait être vraiment bizarre parfois. Après ça, les deux hommes disputèrent probablement le pire match de l'histoire de la compagnie, un Kennel from Hell match lors du pay-per-view Unforgiven du 26 septembre 1999. Ce match vit le ring entouré non seulement d'une cage en acier, mais aussi d'un Hell in a Cell, et au milieu de tout cela, des chiens de garde étaient censés errer autour du ring. Le gagnant serait le premier à s'échapper des deux cages sans être dévoré par les chiens. Mais malheureusement, tout tourna à la dérision lorsque les chiens se désintéressèrent de l'attaque et commencèrent plutôt à uriner autour de la zone du ring et à se reproduire entre eux. Après ça, Big Boss Man n'eut plus qu'à se tourner vers le slapstick, devenant l'un des vilains les plus caricaturaux de l'histoire de la compagnie. Il commença alors une rivalité avec Big Show pour le championnat de la WWF à l'hiver de cette année-là.
Pendant les premières semaines de cette rivalité, la mort kayfabe du père de Big Show fut annoncée. Mais au lieu de montrer de la sympathie pour le géant, le policier vilain fait des choses comme venir sur le ring pour lire des poèmes insultant le défunt, et surtout, il envahit le funérarium lui-même, attachant le cercueil à sa voiture avec une chaîne, tout en laissant Big Show s'accrocher désespérément au cercueil. Cela semblait évidemment de mauvais goût, mais c'était tellement absurde à regarder à l'époque qu'il était impossible de s'en offusquer. Ça tombait complètement dans le ridicule, digne de Monty Python à mesure que les semaines passaient. Et comme pour toutes les histoires de catch, cela se termina par un match qui eut lieu lors de Armageddon de décembre de cette année-là, match que Big Boss Man perdit finalement. Puis le natif de Georgie se retrouva à nouveau dans la mid-card, entamant une brève période en équipe avec Prince Albert. Les deux se retrouvèrent principalement en rivalité contre Test, Fabulous Moolah et Mae Young jusqu'en janvier 2000, date à laquelle leur équipe explosa après une défaite contre les Hardy Boys. Après cet événement, l'ex-agent de détention retourna une nouvelle fois dans la division hardcore. Plus tard dans l'année, il se trouva un nouveau protégé en la forme de Bull Buchanan. Cette union se révéla plus fructueuse puisqu'ils remportèrent ensemble des victoires notables, notamment contre The Godfather et D'Lo Brown à WrestleMania 2000, puis contre Lapa le mois suivant à Backlash. Cependant, d'ici l'été de la même année, cette équipe se dissipa également, et le vétéran se retrouva une nouvelle fois relégué à un rôle de talent de renfort glorifié, apparaissant principalement dans des shows secondaires tels que Sunday Night Heat et Jacket. En décembre 2001, il parvient à remonter à SmackDown, mais même alors, il était utilisé principalement pour mettre d'autres lutteurs en avant, en subissant des défaites face à des superstars comme Steve Austin et The Rock, dans le cadre des matchs pour le titre mondial contre Chris Jericho dans les mois suivants. À partir de là, il redescendit de nouveau dans les shows secondaires où il passerait le reste de son temps avec la compagnie, faisant son dernier contrat jusqu'à son départ en 2003. Néanmoins, il n'était pas encore prêt à raccrocher ses bottes. Une fois de retour hors de la WWF, Ray Traylor se rendit à l'Est, travaillant quelques dates pour l'International Wrestling Association of Japan. Malheureusement, ce serait le dernier endroit où il travaillerait, car le 22 septembre 2004, il fut retrouvé mort après avoir subi une crise cardiaque massive. À seulement 41 ans, il était beaucoup trop jeune pour partir, devenant ainsi un autre exemple de ces lutteurs de cette époque qui nous ont quittés trop tôt. La vie et la carrière du Big Boss Man furent célébrées dans les années qui suivirent, avec son intronisation au WWE Hall of Fame en 2016, lorsque sa femme et ses filles purent le mettre à sa place là où il méritait d'être. Désormais Hall of Famer, son héritage est désormais sécurisé, car la WWE ne laissera jamais ses contributions à l'industrie être oubliées. En effet, il est rare qu'une personne puisse avoir non seulement un, mais deux passages marquants avec la plus grande promotion du catch au monde, et cela sans même mentionner le succès qu'il a rencontré ailleurs. Ainsi, lorsque nous pensons au meilleur big man de l'histoire du catch, nous savons que Ray Traylor restera à jamais l'un des plus grands de tous les temps. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.